Depuis Bamako, nous sommes en route vers l'est du Mali, où se trouvent une vingtaine de villages jumelés avec des comités LACIM en France. Depuis des années, des liens se sont tissés entre les uns et les autres à l'occasion de la mise en place d'actions solidaires pour accompagner le développement de ces villages du Sahel. Pas d'action spectaculaire et sans lendemain à grand renfort de capitaux venus de l'étranger, mais bien un essai pour être à l'écoute des besoins vitaux des comités villageois et apporter un soutien financier à leurs initiatives. Cet échange s'est développé dans le temps et nous pouvons à ce jour faire un léger retour sur le passé. À travers les deux villages de Bouro et de Tete-Omto, allons à la rencontre des habitants et voyons si, comme nous le souhaitions, notre action qui se veut solidaire aujourd'hui encore est aussi une action durable. Les villageois sont soumis aux aléas climatiques qui permettront ou non des récoltes suffisantes de céréales, le mil, le sorgho ou le riz. Contrairement à nos pays d'Europe, le temps au Sahel est rythmé par 2 saisons seulement. Une saison des pluies appelée aussi hivernage, les 4 mois de juin à septembre. Saison pendant laquelle on peut cultiver. Puis vient la saison sèche du mois d'octobre au mois de mai. À Tete-Omto, en pays d'Ogon, on cultive essentiellement le mil chandelle et le sorgho grain destiné à l'alimentation humaine. Ce sont des céréales dont la culture est généralement pratiquée sans irrigation ni apport d'engrais chimiques. Dans la plaine de Boré, on sème dans un sol humide pendant la saison des pluies et les bonnes années, on récolte de mi-septembre à mi-novembre. C'est là aussi qu'on cultive le riz pluvial. Le fleuve étant beaucoup trop loin pour bénéficier de la crue, les villageois réalisent des carrés pour le riz avec l'eau de pluie qui vient de la falaise. La situation est un peu différente pour le village de Bouro, à la frontière avec le Burkina Faso. Il faut quitter la piste en latérite et s'enfoncer pendant 6 ou 7 kilomètres dans un territoire très difficile d'accès en période d'hivernage. Dans ce secteur, on trouve une forêt, la forêt de Samori,
et un cours d'eau qui vient du nord, le Sourou, avec une faune très particulière. À Bourreau, si la saison des pluies est bonne, les cultures sont possibles. Le maïs en particulier, avec sa croissance rapide en 70 jours, fournit la nourriture pendant l'intersaison et permet de faire la soudure en attendant les nouvelles récoltes de mil et de sorgho. Mais malheureusement, si lors de l'hivernage les pluies ne sont pas au rendez-vous, les champs sont irrémédiablement grillés. Par contre, les bonnes années à Bourreau, les femmes cultivent le sésame et l'arachide et font commerce avec le Burkina Faso, notamment avec le marché de Die, tout proche de la frontière. En 2003, l'ACIM est sollicité par le village pour un projet concernant du matériel agricole, le but étant de passer progressivement de l'utilisation de la daba à une culture attelée. Une somme d'argent est alors donnée au comité de jumelage pour acheter les attelages qui leur permettront de cultiver leurs champs en ligne plus efficacement. Quelques familles bénéficient de ce prêt bien spécifique et remboursent la somme empruntée en 4 ans afin que cet argent puisse être réinvesti dans d'autres attelages pour d'autres familles et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire que toutes les familles de Bourreau ont pu bénéficier de cette aide. La culture attelée est maintenant une réalité qui perdure dans le temps. En 2007, l'ACIM est sollicité par le village de Teteomto car le système d'alimentation en eau était devenu obsolète et les villageois devaient se contenter d'eau saumâtre dans la vie de tous les jours. Comme ici à Sémari ou à Boboel, existent des mares naturelles ou creusées par l'homme dans lesquelles les animaux viennent boire, les personnes se laver, les femmes faire la lessive et autres travaux. Ces points d'eau sont très souvent source de maladies et même d'épidémies graves. Il s'agissait donc de changer en urgence la pompe de forage existante et d'installer tout autour une margelle de ce type pour maintenir une hygiène convenable sur ce site. Lorsque l'eau revient, la vie revient et le village retrouve son identité. Avec le coton cultivé dans la plaine, on peut continuer la tradition artisanale. Les fils sont déroulés tout autour d'un périmètre défini.
Donc tu fais comme ça, les deux là, tu croches ta main comme ça, donc, et tu marches. Quand tu marches, donc ça fait un mouvement et tu viens ici. Tu rentres comme ça, tu les mets comme ça. Donc tu fais comme ça, un demi-tour, donc tu les fais sortir à l'arrière, donc ça continue encore. Donc, on va pouvoir ainsi confectionner des écheveaux qui constitueront à leur tour les trames du métier à tisser. À Teteomto, les enfants bénéficient d'une école depuis l'année 2009. Une école traditionnelle construite en pierre et en terre. Malheureusement, elle est dotée d'un seul enseignant pour 70 élèves environ, répartis en 2 classes. Le village de Bourreau, quant à lui, ne possède pas d'école et les enfants doivent faire 6 km pour rejoindre un lieu d'enseignement. Ce problème est crucial pour les plus jeunes et il faudrait pouvoir mettre en place un système de famille d'accueil pour leur éviter des déplacements impossibles à leur âge. Au Mali, la scolarisation des enfants reste un grave problème. Et les villageois, comme ici à Yuna, village jumelé avec Saint-Malo-du-Bois, les villageois ont construit une école avec des sièges en banco. Il reste que dans le pays, sur les 6 années du primaire en zone rurale, seuls 64% des enfants ont accès à l'enseignement pour un taux d'achèvement de scolarité plafonnant à 36%. Il n'est pas étonnant alors que l'on trouve encore trop souvent des enfants qui sont mis au travail très jeunes. Les filles ont été particulièrement touchées par ce manque de scolarité dans le passé. Certaines traditions les obligent souvent à se marier dès l'âge de 12 ans et fréquemment, elles se retrouvent mamans très tôt. Il n'est donc pas étonnant alors que la demande des femmes dans les villages se porte de façon insistante sur l'alphabétisation. À Teteomto, comme dans de nombreux villages,
la CIM a demandé à un organisme malien appelé GAE Sahel de bien vouloir développer des projets d'alphabétisation des femmes. C'est ainsi que depuis l'année 2005, environ 1000 femmes ont pu être alphabétisées dans la région de Mopti. Chaque projet se déroule sur 2 ans, du mois de janvier au mois de mai, à raison de 3 heures par jour, sauf bien sûr les jours de marché. La méthode utilisée se réfère à la vie de tous les jours et cible l'apprentissage de notions importantes comme la nutrition, le sevrage des enfants, la gestion des projets, etc. Outre l'intérêt de savoir écrire, compter, faire des projets, de nombreux témoignages sont là pour attester que ces séances d'alphabétisation créent un véritable lien social entre les femmes qui se retrouvent 3 heures par jour et se sentent de plus en plus solidaires entre elles. Comme ici dans le village de Faladier, les microcrédits font partie des actions développées depuis plusieurs années pour permettre aux femmes de Bourreau et de Teteomto d'accéder à quelques revenus. Des revenus qui seront investis dans des projets modestes mais utiles pour se hisser hors de la très grande pauvreté. Par exemple, certaines iront acheter des produits sur les marchés et les revendront au détail. D'autres paieront un villageois pour retourner un champ afin de cultiver de l'arachide ou du sésame et en tirer bénéfice. Le principe est expliqué lors des séances d'alphabétisation. Il y a tout d'abord création d'un groupement de femmes gestionnaires du capital de départ apporté par la CIM. Chacune d'entre elles peut alors emprunter une certaine somme qui devra être remboursée au bout de 6 mois avec un intérêt de 1,5 ou 2% par mois selon le choix fait par le groupe. Une deuxième personne se porte garante et s'engage à rembourser le prêt si la première est défaillante. Ah, tiens. Le témoin. Alors, c'est Le témoin. le premier c'était elle, deuxième c'était le témoin. L'argent récupéré au bout de 6 mois est remis directement dans la caisse, ce qui permet d'avoir un capital de plus en plus important et aux femmes de pouvoir emprunter de nouveau. Enfin, à Teteomto, comme ici à Bourreau la nuit tombée, pour faire partie du groupement des microcrédits, il faut payer une cotisation d'entrée et une part sociale. Le jour où une femme veut sortir du groupement, elle récupère sa part sociale, mais sa cotisation reste acquise à la caisse commune. On le voit, ce système permet d'avoir des revenus familiaux, d'acheter des produits de première nécessité ou même de payer l'écolage, c'est-à-dire payer au comité de parents d'élèves la cotisation qui permettra de scolariser son enfant. Nous sommes à nouveau à Teteomto, où vient d'être installé ce moulin tout neuf, financé dans le cadre d'un jumelage LACIM. Comme ici à Ira,
ce moulin va modifier profondément l'emploi du temps des femmes du village. Avant, les femmes passaient beaucoup de temps à écraser le mil. De même, pour piler mil et sorgho, le plus souvent elles se faisaient aider par leurs filles, et cela au détriment de la scolarité. Ces projets sont donc généralement menés en direction des femmes, qui doivent gérer le moulin elles-mêmes, et c'est pour cela, entre autres, que la phase d'alphabétisation est si importante. Payer le meunier, acheter le gazole, prévoir l'entretien du moulin, déterminer le prix de la mouture, tout cela doit être envisagé par le comité des femmes. Parfois, il arrive que l'emploi de meunier est assuré par une femme, comme ici à Oufou, secondée par une autre personne qui récupère l'argent et tient le cahier de gestion. Dans les zones rizicoles ou dans les villages qui cultivent le riz pluvial comme à Tete Omto, la décortiqueuse arrive en même temps que le moulin. Un seul et unique moteur permet de faire fonctionner les deux machines. On peut ainsi décortiquer le paddy, c'est-à-dire le riz qui vient d'être ramassé et qui possède encore toute son enveloppe. Moulins et décortiqueuses font gagner un temps précieux qui permet de développer d'autres projets concrets comme la création de jardins maraîchers. Le financement de techniciens formés en agronomie et qui vont accompagner le projet dans le temps va permettre le développement de cultures pour améliorer la cuisine locale. Papayers, oignons, piments et autres légumes adaptés au climat. Chaque jardin pouvant être arrosé grâce à des puits ou des puisards. Au Mali, il arrive de plus en plus souvent que les régions doivent affronter des périodes d'hivernage où la pluie n'est pas suffisante. Les récoltes sont alors loin de permettre l'autosuffisance alimentaire des villages. Comme ici dans ce champ, les plants ont végété et rien n'a pu être récolté. C'est pour cela que la CIM essaye de mettre en place des banques de céréales dans les villages jumelés qui en font le projet, comme à Bourreau. Le principe est le suivant. Au départ, une somme d'argent est versée au comité qui va acheter des céréales en fonction de ce qu'il souhaite, mil, sorgho ou riz. Ces achats se font au moment de l'année où le prix est le moins cher sur le marché, en principe au mois de janvier. Ces céréales sont alors stockées dans des greniers en banco
ou en semi-dur comme à Bourreau, c'est-à-dire des murs en banco crépis avec du béton pour éviter l'attaque des termites et avec un toit en métal. Ces réserves vont permettre au village de faire la soudure au moment où le prix du marché est le plus cher, en juin, juillet et août. Après la première aide financière, il n'y a plus de question d'argent. Un villageois, par exemple, qui va emprunter pendant les mois les plus chers 100 kilos de céréales, devra rembourser cet emprunt lors de la prochaine récolte, avec un intérêt de 20%, soit 120 kilos. Ce qui veut dire que chaque année, la banque de céréales va grossir. Et il va arriver un moment où le village pourra devenir autosuffisant. C'est le principe d'une idée durable. Bourreau fait partie de ces projets réussis. Avec 1,5 tonne de mil stockés en 2006, la somme des remboursements avec les intérêts a permis de stocker en 2011, c'est-à-dire 5 ans après, 3 tonnes 300 de céréales. On l'a compris, le but d'une action durable au Sahel est de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour arriver à l'autosuffisance alimentaire. C'est le sens du financement d'actions de formation qui sont menées actuellement dans de nombreux villages pour que les cultivateurs améliorent le rendement des récoltes sans pour cela appauvrir le sol. Il s'agit d'une démarche qui consiste à promouvoir la fabrication de compost en implantant un maximum de fosses compostières dans les villages afin de bénéficier d'un engrais naturel. Et les résultats sont au rendez-vous. Je pense que la première initiative a été lancée à Bourreau. À Bourreau pendant 2 ans, alors ça a été une grande réussite. Et cette année, ils ont creusé 2 fosses à leur niveau. L'année dernière, en 2011, il y a 5 villages qui ont eu ces fosses compost. Puis, malgré la pluviométrie, ils ont quand même relancé cette année encore le même processus. Parce qu'ils ont fait une part des choses entre la levée des plants du compost et des plants qui ne sont pas du compost. Donc il y a eu une grande différence à leur vue. Donc malgré la différence des pluies qui a été causée, la pluviométrie qui a été causée, ils ont relancé là encore le processus de compost. La première des choses, c'est de sensibiliser la population par rapport à l'intérêt même de la fosse compost. Après ça, là, quand on a vu quand même 3 à 4 jours de formation par rapport à ces données, alors on passe au creusement des fosses. On les mesure sur 4 mètres sur 2 et sur 70 mètres de profondeur. Quand la fosse est creusée à 0,70 mètres, on met d'abord de l'eau. Alors on met après 25 cm de matière décomposable. Après ça, on met la gousse de vache ou des fécales de poule. On couvre toute la surface de la gousse de vache avec de la cendre.
Après, on met du terreau qui fait 5 cm également. Ça, c'est la première couche qui fait 0,35. On reprend une deuxième couche de la même manière, jusqu'à avoir une hauteur de 1,40 m. On a mis à l'intérieur de la fosse 4 gros bateaux qui permettra quand même de pouvoir bien arroser le compost et d'avoir une décomposition fiable à notre attente. Après tout ça, alors, chez nous, on a essayé de faire une petite clôture au niveau, tout autour de la fosse. Alors l'eau ne va pas de côté des fosses. 15 jours après, ou même un mois, alors on a remis la fosse. À ce moment, on enlève les gros bâtons. Comme ça, si les gros bâtons, si après l'enlèvement, ça contient de la chaleur, cela veut dire que la fosse, la décomposition des matières décomposables a réussi. Mais si le bâton est froid, alors il n'y a pas de réussite. Alors il faut reprendre le processus de la mise en place du compost. On arrose pendant 6 mois, mais chaque mois, il faut remuer. La partie superficielle, il faut le mettre en dessous, et la partie à l'intérieur, il y a parfois quand on creuse la fosse, il n'y a pas de matière décomposable qui se trouve sur place. Il faut aller un peu loin pour aller les chercher. Parfois, on a des sols très caillouteux qui vraiment donnent la population, ils fournissent beaucoup d'efforts pour pouvoir avoir les 70 cm pour les creuser. En dehors de ça, il y a certains villages aussi également qui ont des problèmes d'eau pour faire l'arrosage de leur fosse compost. Maintenant, il faut l'arroser 2 fois par semaine. Alors, il y a des villages qui n'ont pas les moyens de pouvoir transporter de l'eau pour transporter sur les charrettes. Malgré toutes ces difficultés, lorsque toutes ces conditions sont réalisées, les résultats peuvent être spectaculaires, puisqu'on estime qu'un champ cultivé avec compost double sa production. On peut donc passer les bonnes années de 700 kg de mil à l'hectare à 1,4 tonne. Dans un autre secteur, le fait d'avoir utilisé dans un champ composté des semences améliorées non OGM, les productions ont été multipliées par 4. L'aide humanitaire au Sahel peut se déployer à différents niveaux. Mais, nous l'avons vu à travers quelques exemples, il semble absolument nécessaire, bien que ce ne soit pas toujours évident, que notre désir d'être aux côtés des villageois maliens ne soit pas synonyme d'une aide passagère et sans lendemain, mais bien une action solidaire qui puisse se continuer dans le temps par elle-même, parce qu'elle sera avant tout un point de départ.